Bonjour, nous sommes le 5 mai. L'anniversaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. Ah, dis donc, ça y est, il est en forme. Bienvenue dans ce chaos global tout entier dédié à Bonaparte. Comme vous le voyez, non, c'est une blague. On va aujourd'hui vous parler du nouvel ordre international qui se met en place. On va essayer d'en faire le point, de voir les conséquences sur l'économie française, notamment l'industrie française, les plans sociaux qui arrivent. Vous êtes sur le journal télévisé du Courrier des Stratèges. On va prendre le temps de discuter de tout ça. Auparavant, je vous fais quand même un petit rappel publicitaire. Je vous le redis, nous sommes un site indépendant avant d'être une chaîne YouTube. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous aimez l'information indépendante, contrarienne, à la fois libertarienne et conservatrice, et qui n'est pas payée par qui que ce soit, on a besoin de votre soutien. Nous vivons des abonnements, des lecteurs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis abonnez-vous à notre fil Telegram Restez Libre. Et pour le reste, n'hésitez pas à nous suivre activement, notamment sur YouTube avec notre chaîne Patrimoine. Voilà. On fera quand même par ailleurs quelques événements. On va lancer une lettre confidentielle, Édouard, pour nos abonnés, avec des informations confidentielles exclusives. C'est une idée que nous avons et que nous allons passer à l'acte. Donc voilà, donc pour les abonnés, en fait, je vais faire des scoops. Moi, je suis à peu près convaincu qu'on va augmenter nos tarifs, mais on va inclure dans l'abonnement une lettre confidentielle exclusive pour les abonnés. Et que vous pourrez y souscrire au tarif actuel jusqu'au, à mon avis, 31 mai et le 1er juin, nous augmenterons nos tarifs. Voilà, celle-là aussi elle est faite. Parce que nous faisons un travail important, nous publions une dizaine d'articles par jour de qualité avec une vision de l'actualité, un engagement, et je crois que ce n'est pas extrêmement choquant qu'on fasse payer un prix un peu plus élevé que 10 € par mois, même si on rappelle que vous avez la faculté de lire un article pour 1 €. On ne le dit pas assez souvent. Oui. On peut acheter un article, vous n'êtes pas à l'unité encore abonné, vous voulez tester le courrier, vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ou il y a un thème qui vous intéresse, et bien, achetez l'article à l'unité. Et puis, quand vous en aurez acheté plusieurs, vous vous abonnerez. Voilà. On parle nouvel ordre international. Qu'est-ce qu'on peut appeler le nouvel ordre international, Édouard, d'une manière générale? Alors, la question de fond, c'est de savoir s'il y a un ordre international. Pendant longtemps, on parlait d'un ordre européen. On se rappelle le traité de Westphalie, le congrès de Vienne. Et puis après 1914, à partir de 1919, les Européens ont tâtonné, ils ont eu du mal, les puissances extérieures s'en sont mêlées. Après la fin de la guerre froide, on a cherché l'ordre international, mais finalement les États-Unis n'ont pas voulu qu'il y ait un ordre international concerté, ils ont voulu le former seuls. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de cette période, et on voit bien qu'il y a d'un côté les BRICS, qui aspirent à un ordre qui respecte le droit international, en s'appuyant sur les résolutions de l'ONU en particulier. Et puis on a un monde occidental qui se cherche avec une Union européenne qui est persuadée que c'est elle qui édicte les règles pour le reste du monde et que tout le monde va suivre, et puis des États-Unis dont on voit bien qui tâtonnent avec Trump, qui alternent les déclarations de bonne volonté et les déclarations menaçantes. Qu'est-ce que tu peux dire, comme pour resituer, que tout le monde comprenne ce que ça veut dire, le traité de Westphalie, par exemple? Alors, il a débouché sur quel ordre? Le traité de Westphalie, donc c'est le traité qui met fin à la guerre de 30 ans, en 1648. On parle de Westphalie parce qu'il y a deux villes où les accords ont été signés, à Münster et à Osnabrück. Et on sait que pendant un siècle, un petit peu plus même, l'Europe avait été déchirée par les guerres de religion entre catholiques et protestants, puissance catholique et puissance protestante, et donc le traité de Westphalie a substitué au principe selon lequel les sujets avaient la religion de leur souverain, a substitué le principe de la souveraineté de l'État ouvert
et éventuellement à plusieurs religions. Et donc ça a été codifié par le traité de Westphalie qui a reconnu un certain nombre de souverainetés à travers l'Europe et en particulier en Allemagne, il y avait plusieurs souverainetés. Éclater, voilà. Parce que je vais retaquiner tout le monde, si tu ne m'en voudras pas, l'Allemagne c'est un concept récent, d'ailleurs forgé grâce à l'opposition à la France, à la rivalité entre les principautés et la France. Mais l'Allemagne à l'époque c'est une myriade, une mosaïque de petites communautés, de petites principautés. Et qui arrive, grâce au traité de Westphalie, à établir un équilibre avec la grande monarchie allemande de l'époque, ou germanophone on va dire plus exactement, qui est celle des empereurs Habsbourg. Mais effectivement, il ne domine pas de manière absolue, à la différence du roi de France qui lui dit au pluriel « mes peuples », mais qui a un État souverain unifié. Donc on rappelle qu'on a un journal des Habsbourg animé par Ulrike Reisner qui nous fera l'amitié, je pense, cette semaine de nous parler des élections en Roumanie qui vont déboucher sur le triomphe, enfin en tout cas le très bon résultat de M. Simeone. Pour que ce soit clair, donc, ce que tu dis, c'est que le traité de Westphalie en réalité, donc, il pose un principe qui est eius regio cuius religio. Ça, c'était le principe d'avant. C'était le principe d'avant. Eius regio, c'est pas la religion est liée à la région et plus au prince? Non, le regio, c'est au sens de rex. Et donc c'est le roi. Et donc j'ai la religion de mon prince. Et en fait, ce que les traités de Westphalie établissent, c'est qu'on n'est plus obligé d'avoir la religion du prince qui vous gouverne. En quoi ça débouche sur un ordre européen? Alors ça débouche sur un ordre européen, d'abord parce que c'est à la fin d'une guerre et tout le monde est d'accord pour faire la paix. Ensuite parce qu'à l'époque, on invente le terme de raison d'État, mais qui est un terme raison au sens de raisonnable. C'est ça le premier sens de la raison d'État. Et donc raison d'État sans que la religion s'en mêle. Vous pouvez être protestant ou catholique. Si vous êtes un bon sujet du roi de France, c'est le roi de France qui respecte tel autre État où il y a des protestants ou des catholiques. C'est un cardinal d'ailleurs de l'Église romaine, Richelieu, qui a inventé ça, et un autre cardinal qui l'a mis en œuvre, le cardinal Mazarin, deux des plus grands premiers ministres que la France ait eu. Et alors c'est important parce que ça sert de référence plus tard aussi, par exemple au moment de la guerre froide, il y a les partisans des États-Unis, du libéralisme, il y a les partisans du communisme et de l'Union soviétique, mais en fait on s'aperçoit que des deux côtés on est assez intelligent pour dire on laisse l'idéologie de côté, on traite entre États souverains. C'est ce qui aboutit par exemple aux accords d'Helsinki en 1975 où les États reconnaissent leurs frontières réciproquement issues de la Seconde Guerre mondiale et où d'ailleurs les droits des individus sont reconnus, y compris par le bloc soviétique. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait Richelieu quand il obtenait des princes catholiques qui respectent les droits des protestants et à l'inverse des princes protestants qui respectent les droits des catholiques dans leurs États. Donc ce sont des principes fondamentaux. Alors ils ont été décriés après 1990 parce que comme l'Union soviétique s'était effondrée, la question de la souveraineté des États post-soviétiques, elle n'était pas complètement claire. Il y avait des possibilités de changement de frontières. On l'a vu, il y a eu des guerres en Yougoslavie, aujourd'hui la guerre d'Ukraine, et surtout les États-Unis ont expliqué qu'on n'avait plus besoin de Westphalie. C'était fini la souveraineté des États, c'était plus la peine puisqu'on avait une puissance bienveillante, hégémonique mais bienveillante et qui allait organiser le monde, y faire la police. Et alors, bon, on a vu que c'était un peu illusoire puis surtout que c'était pas si bienveillant que ça, et donc aujourd'hui l'aspiration générale c'est de revenir à un respect de la souveraineté de l'État sans agressivité mais simplement en disant voilà, alors qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Il faut se rappeler qu'avant d'être la puissance, c'est la faculté de dire le droit au sein de frontières clairement délimitées. C'est ça fondamentalement. Et c'est là-dessus que repose le droit international. Est-ce qu'aujourd'hui, ces principes post-westphaliens, on va dire ça comme ça, qui ont fondé le droit international public, est-ce qu'ils sont remis en cause en ce moment par les changements du monde et notamment la tornade Trump? Est-ce que ce qu'on voit notamment le Groenland mais aussi les prises de position virulentes parfois d'Elon Musk, de J.D. Vance sur les politiques intérieures des États, est-ce que dans la façon dont Trump négocie ou participe à l'élaboration d'un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que ces discours sur Gaza sont une remise en cause de ces vieux principes de souveraineté? Alors,
on s'était attendu, beaucoup avaient pensé que Trump allait adhérer à un ordre westphalien. Avant de l'adorer, il y adhérait. Joli lapsus. En fait, on s'aperçoit que Trump reste un impérialiste américain. Alors, il change la couleur du tableau ou le décor de la pièce, mais enfin, quand il parle d'annexer le Groenland, quand il parle d'annexer le Canada pour en faire le 51e État des États-Unis, il remet en cause les frontières existantes. Et de ce point de vue, effectivement, ça n'est pas très westphalien. Alors, entendons-nous, les frontières, elles dépendent aussi d'un équilibre des puissances. Et les moments de remise en cause des frontières sont des moments de bouleversement de cet équilibre des puissances. Alors l'ambiguïté de Trump, c'est qu'il veut d'un côté se retirer d'un certain nombre de conflits dans lesquels les États-Unis étaient impliqués, mais en se resserrant sur ces frontières, il met en cause d'autres frontières. Donc, et de ce point de vue-là, les Américains ont toujours eu beaucoup de mal avec le principe d'un ordre westphalien, hein, même si, par exemple, Henry Kissinger a beaucoup écrit dessus. En fait, les Américains ont du mal à accepter les frontières. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas d'abord créés comme un territoire aux frontières délimitées. Ils se sont créés comme un État messianique, convaincus que les idées américaines et les produits américains devaient s'imposer dans le reste du monde. Et par exemple, prenons les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Si on avait eu simplement Staline négociant avec la France l'ordre de paix, peut-être même la Grande-Bretagne, mais disons la France, il y aurait eu un accord sur des sphères d'influence. Mais comme ce sont les États-Unis la grande puissance et que les États-Unis ne supportent pas les sphères d'influence, ils considèrent que tout doit être ouvert à leurs produits et à leurs idées, eh bien à ce moment-là, il y a une surenchère entre Staline et les Américains et l'Europe se coupe en deux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Trump, aujourd'hui, il est dans ce même dilemme parce qu'il est très américain. Dans la pratique, quand même, c'est aussi un peu consubstantiel à la notion même d'États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une terre, on sait qu'il y avait les occupants, les premiers occupants, qui n'étaient pas nous. Et les États-Unis se sont créés dans une logique pionnière de conquête chaque fois d'une nouvelle frontière. C'était d'ailleurs une expression de Kennedy, la nouvelle frontière, oui, qui devait être la Lune, l'espace, etc. Donc, la notion même d'États-Unis est indissociable de la notion pionnière de conquête de nouveaux territoires. Et quand, en plus, Napoléon, puisqu'on parlait de lui, a vendu la Louisiane en 1803, il a fait de la place. Les États-Unis ont pu avancer. Effectivement, les États-Unis sont une nation fondée sur un principe religieux et non pas sur un principe étatique. Et c'est la grande différence. La France, même si la France a été longtemps une puissance catholique ou très majoritairement catholique, elle s'est fondée sur un principe romain qui est celui de l'État et donc sur des frontières. Et les États-Unis, eux, se sont fondés sur le principe messianique, sur le principe religieux, de la liberté de conscience. D'ailleurs, de la liberté, il y a des atouts dans ce système. Mais c'est un principe, effectivement, qui rend difficile l'accord avec les autres puissances. Alors, je vais me faire presque l'avocat du diable en disant qu'au fond, l'un des intérêts du deep state aux États-Unis est d'avoir trouvé un modus vivendi avec les principes westphaliens. C'est-à-dire que même si les États-Unis, on le sait, ont activé beaucoup de guerres en sous-main, on fait beaucoup d'interventions extérieures, l'Ukraine en est une parmi d'autres, Israël est un proxy américain parmi d'autres. Officiellement, les États-Unis se sont portés garants, après 1990, d'un certain équilibre du monde tel qu'il était hérité de 1945. Oui, et devant le déclin de la Russie pendant une vingtaine d'années, avant qu'elle rebondisse et redevienne la puissance qu'elle est aujourd'hui, l'interlocuteur principal pour les États-Unis, c'était la Chine. Et de fait, avec la Chine, les États-Unis traitaient d'État à État. D'égal à égal. Et d'égal à égal. Il y a d'ailleurs toujours eu une fascination, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, pour la Chine, cet État gigantesque, comparé dans la mentalité américaine aux États-Unis. Mais on voit bien que ce principe est délicat parce que
la Chine en a profité pour développer sa puissance, non seulement sa puissance économique, mais sa puissance politique et militaire. Et à ce moment-là, Trump arrive, et finalement, en étant porteur d'un assez large consensus, y compris au sein de l'État profond, il dit c'est pas possible, la puissance chinoise ne peut pas être notre égale, voire essayer de nous dépasser. Dans la pratique, avec Trump, on en est où? Est-ce que le deep, parce qu'on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu, notamment dans les sphères souverainistes, Trump est en train de nettoyer le deep state. Dugin en Russie, qui est une espèce de chantre de ces théories souverainistes, que moi je crois, bon voilà, très discutable, expliqué, a fait un papier pour dire le combat contre le deep state est long, mais Trump est en train de le soutenir, enfin de le mener ce combat. Est-ce que, de ton point de vue, Trump va réellement arriver à imposer sa vision que moi je considère comme néo-impérialiste et comment dire mélangeant une forme de souverainisme avec un impérialisme assumé? Est-ce qu'il va parvenir jusque-là ou est-ce que le deep state va lui dire écoute mon gars, c'est compliqué à suivre? Alors, d'abord, le deep state, il faut comprendre que c'est pas quelque chose de monolithique. L'État profond, alors bien sûr, il faut rappeler l'origine de la notion d'État profond. Elle est née chez des spécialistes de la Turquie qui observaient la manière dont il y avait une continuité du kémalisme, et en particulier comment l'armée maintenait, au-delà des changements de gouvernement et de président, les principes fondamentaux de l'équilibre de l'État turc moderne. C'est là que c'est né. Ensuite, on l'a transposé. C'est Peter Dale Scott qui l'a appliqué, qui était un diplomate canadien et qui l'a appliqué aux États-Unis. Dans un ouvrage très argumenté. Voilà, dans un ouvrage tout à fait argumenté, passionnant, qui a à mon avis un défaut, c'est qu'il sous-estime le pluralisme au sein de l'État profond américain. C'est-à-dire, je pense que c'est la différence vraisemblablement avec ce qui se passe en Turquie, encore qu'il faudrait voir l'influence de l'islam au sein de l'État profond turc, mais malgré tout, il est sûr qu'aux États-Unis, il y a toujours eu une concurrence entre différents courants au sein de l'État profond. Et lorsque Trump a été élu la première fois, il avait une partie de l'État profond pour lui, contrairement à ce qu'on a pensé à l'époque. Sans quoi il n'aurait pas été élu d'ailleurs. Parce que pour être élu, quand vous êtes populiste, il faut forcément le soutien d'une partie de l'appareil dirigeant de l'État et aussi aux États-Unis des réseaux économiques et des réseaux médiatiques. Il y a, je crois, une maldonne là-dessus. On ne comprend pas ça. Alors ensuite, la différence entre le deuxième mandat et le premier mandat, c'est que lors de ce deuxième mandat, Trump est en mesure d'imposer un certain nombre d'options et de les rendre majoritaires au sein du deep state. Et on a vu comme ça, par exemple, que la Big Tech, qui fait partie de l'appareil de pouvoir américain, s'est ralliée à Trump. Donc ça c'était extrêmement important. On voit aussi qu'il y a des continuités. Trump défend les intérêts de l'État d'Israël de manière aussi virulente, à quelques nuances près, que ce qu'avait fait Joe Biden. Et donc de ce point de vue-là, il y a des continuités. Alors il y a des continuités, il y a des différences. Trump souhaiterait plus un accord avec la Russie que l'équipe démocrate qui précédait. Mais les deux équipes sont d'accord sur l'idée qu'il faut faire diminuer l'influence chinoise. Bon. Donc en fait le deep state c'est pas quelque chose de fixé, c'est quelque chose d'évolutif, et la grande force en fait des réseaux de pouvoir américains et en particulier d'un certain nombre d'acteurs privés, c'est qu'ils tiennent à défendre les intérêts américains dans le monde. D'ailleurs demain on aura une interview avec Sophie Delamotte sur la loi sur la fin de vie. Je pense qu'on dira à peu près la même chose de la franc-maçonnerie, puisque les francs-maçons, une partie des francs-maçons, le Grand Orient, soutient cette loi. Donc, pour dire que l'idée qu'il y aurait quelques marionnettistes parfaitement d'accord entre eux qui suivent un plan, est une idée comme très naïve. Même si c'est facile, ça permet de donner une explication facile et rapide au monde à ceux qui n'ont pas le temps forcément d'approfondir. C'est quand même une explication très naïve, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, surtout quand on a des gros requins de la finance
Imaginer qu'ils se mettent d'accord tous comme un seul homme sur un sujet, c'est une réduction du monde, à mon avis, un peu simpliste. Si on prend le cas de l'armée française, avant la Première Guerre mondiale, on sait que la lutte était très dure entre, on va dire, les républicains, et certains diront les francs-maçons, et puis d'autre part les catholiques. Et d'ailleurs, de 1902 à 1905, les républicains et les généraux républicains arrivent à marginaliser les généraux catholiques. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, pour que l'armée française fonctionne en 1914, on a besoin de tout le monde. Et on a besoin de tous ceux qui ont une expérience de terrain. Donc, en fait, ce qui veut dire que l'armée qui incarnait la continuité de l'État français au-delà des querelles de régime et au-delà de la Révolution, eh bien, elle était faite de courants concurrents et qui, après ça, dans les années 20, se sont réunis relativement. Mais c'est toujours plus simple dans une époque dominée par Netflix de croire à le bien contre le mal, le diable contre le Dieu, etc. Je voulais qu'on parle à cette occasion sur le nouvel ordre international quand même, puisque les rappels que tu viens de faire me semblent très importants et ces éclairages sont très importants parce que il y a eu Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État secrétaire au Trésor américain, qui est un peu l'espèce de chaînon manquant entre Trump et Wall Street, si j'ose dire, entre le souverainisme américain, le patriotisme de Trump et les mondialistes dont certains ont soutenu Trump, quoi qu'on en dise. Scott Bessent a publié une importante tribune ce week-end dans le Wall Street Journal, où il explique le plan de Trump, en disant mais Trump, Scott Bessent a bien saisi le malaise qu'il y a face au comportement en montagne russe de Trump, et dit mais en fait il y a un plan cohérent, donc ça va rassurer tous ceux qui disent mais Trump est un génie, il a un plan cohérent, c'est un surhomme. Scott Bessent dit en réalité Trump a maintenant une stratégie en 3 piliers. Le premier pilier, c'est les tarifs douaniers qui permettent de faire plier les autres et de modifier les termes du commerce international parce que ce commerce international s'exerce aujourd'hui au détriment des États-Unis. On va voir ce que ça veut dire au juste. Deuxièmement, deuxième axe, deuxième pilier de la politique américaine, c'est des baisses d'impôts massives pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Ce qui est comme un vieux discours néolibéral, enfin, très réganien. Et troisième pilier, c'est une déréglementation, une dérégulation de l'économie, c'est-à-dire une libéralisation des secteurs économiques, notamment sur un certain nombre de sujets d'initiative. Dans la pratique, l'idée va être de remettre en cause toutes les normes environnementales pour permettre l'exploitation massive de l'Alaska, pour permettre des développements d'activités spécialement dans le domaine énergétique, puisqu'on sait que c'est devenu le cœur du réacteur nucléaire d'une certaine façon. Là-dessus, on est quand même en train d'assister, Édouard, dans le combat qu'on a souvent illustré sur cette chaîne entre les libertariens et les patriotes, pour aller vite, entre Musk et Bannon, on est quand même en train d'assister petit à petit à une remise au pas des patriotes, c'est-à-dire que tout le discours sur la protection des plus faibles, etc., ça va être compliqué. On signalera quand même que Trump s'est là aussi ce week-end illustré par 2 déclarations, alors qu'on passe sous silence, non pas dans les médias mainstream, mais cette fois chez les patriotes ou les souverainistes français, parce qu'en réalité de la censure, il y en a des 2 côtés. Trump a fait 2 déclarations. Il a dit « Je ne suis pas sûr que je doive défendre la Constitution américaine », ce qui est quand même extravagant de la part d'un président des États-Unis qui a prêté serment sur la Constitution quand même. Et il a sorti une autre phrase, alors là, qui fait polémique et qui, de mon point de vue, est extraordinaire. Ça m'a rappelé Macron au moment du Covid. Il a dit « Ah oui, probablement que les familles américaines vont devoir acheter moins de jouets à Noël parce qu'ils vont coûter plus cher ». Et donc Trump est en train de préparer les Américains au fait que le protectionnisme va se traduire par une inflation telle qu'à Noël, les jouets chinois vont coûter beaucoup plus cher. Alors il y a d'ailleurs des firmes, des sociétés, je lisais ça dans le Financial Times ce matin, des représentants d'une société de fabricants de jouets américains mais qui font manufacturer leurs produits en Chine, qui disent mais c'est absolument scandaleux que le président des États-Unis présente nos jouets comme des choses inutiles et insignifiantes, alors que nous fabriquons des jouets éducatifs et que nous sommes américains, nous refusons
que le président Trump dénigre notre activité auprès de nos clients. Ce qui n'est pas faux, c'est-à-dire je pense que ce n'est pas le rôle d'un président des États-Unis que de dire non mais les jouets, vos enfants s'en passeront à Noël. On est quand même en train d'assister là à un malaise profond, c'est-à-dire que le 20 janvier, Trump a dit c'est le début de l'âge d'or. Il avait manifestement oublié d'expliquer que l'âge d'or allait se traduire pour le premier Noël par une diminution du nombre de jouets pour les enfants, ce qui est extravagant. Enfin, ça me rappelle, vous ne mangerez pas avec grand-mère à Noël parce que vous allez la tuer si vous la contaminez. Et deux, on est quand même en train d'assister à une prise de pouvoir, de fait, un recadrage de la politique économique de Trump par les financiers qui disent laissez-nous faire exploiter le pétrole ou je sais pas quoi en Alaska et les normes environnementales basta, et puis commencer par baisser les impôts. C'est quand même impressionnant, non? Alors, une touche d'humour, là, il y a une présentatrice chinoise qui a mis la même robe que l'attaché de presse de la Maison Blanche, et elle s'est adressée à son interlocutrice en disant, vous savez, la robe que vous portez, elle est made in China, et en plus, le gouvernement chinois réfléchit à faire des entrées sans visa libres pour tous ceux qui veulent, de manière à ce que les Américains puissent venir acheter les robes comme ça à 10% de leur prix. Voilà, bon, donc... Ça, c'est la touche d'humour. Il y a quelque chose qui se voulait humoristique, je ne sais pas, ou en tout cas, mais qui n'a pas amusé du tout, c'est que Trump s'est montré sur ses réseaux sociaux habillé en pape. Et là, je pense que c'est une énorme erreur. Pourquoi il a fait ça? Là aussi, tu te dis, mais... Là, alors, d'abord, il faut rappeler que Le Courrier l'avait fait, avait fait un article avec une photo, un montage de ce type, donc comme quoi nous avions bien anticipé. Je pense qu'il y a énormément de naïveté, c'est-à-dire qu'il est impressionné par le Vatican, de même qu'il est venu à Notre-Dame, et puis ça lui plaît, de même qu'il veut faire un défilé militaire américain pour imiter le 14 juillet, bah, là il s'est dit c'est quand même... c'est le côté Euro Disney du truc qui... Oui, et puis surtout, il dit... sans l'avouer, que finalement la fonction pontificale c'est quelque chose d'important dans le monde, et il n'aime pas quelque chose qui soit plus important que lui. Voilà, donc il n'empêche que ça a été évidemment extrêmement mal pris. C'est lui qui a réellement publié ce truc. Enfin, c'est sur son compte. Et... Alors, on s'est beaucoup moqué de Macron et de ses costumes de pilote de chasse, de je sais pas quoi, mais alors, là aussi on a un autre transformiste, c'est Trump. Et alors, ça a été très mal pris dans le collège des cardinaux, évidemment. Entre les cardinaux conservateurs consternés parce que ça leur coupe de l'herbe sous le pied, il y en a beaucoup qui sont vus comme plutôt proches du conservatisme américain, de la partie conservatrice de l'Église américaine, voilà, et puis les autres qui évidemment s'en donnent à cœur joie en disant, vous voyez que le pape François avait raison, il avait raison, monsieur Trump ne respecte rien. Bon, je signale ça parce que ça montre bien la confusion dans laquelle nous sommes. Si on arrive à ce que tu décris, effectivement, j'ajouterais moi un seul point, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic, je pense qu'en plus, en n'étant pas capable d'arrêter les guerres, parce qu'il n'a pas réussi à imposer son autorité à Zelensky. Alors il s'en tire par un accord sur les ressources naturelles de l'Ukraine qui est léonin, mais en même temps, vu que c'est la Russie qui domine les territoires où il y a la plus grande partie de ces ressources naturelles, on ne voit pas trop ce que ça va donner. Et puis on a bien vu qu'il a essayé d'imposer un cessez-le-feu à Netanyahou, et que Netanyahou a dit c'est moi qui décide. Bon. Et que là, on est quand même dans une tension croissante avec l'Iran. Alors en n'imposant pas sa volonté, dans ce domaine-là, Trump se prive en fait d'un atout en politique intérieure, parce que s'il ramenait tout le monde à la raison en matière diplomatique, s'il montrait qu'il est capable de maîtriser le Pentagone, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui iraient dans le sens de tel ou tel aspect de sa politique, y compris protectionniste, beaucoup plus facilement. Mais en ne faisant pas ça, il montre finalement qu'il est un mondialiste comme les autres, et donc il est forcé de revenir par une sorte de mécanique, il est forcé de revenir à l'équilibre d'avant. Et l'équilibre d'avant, c'est d'une part le poids du Pentagone dans l'économie américaine, et d'autre part la dérégulation. Beaucoup de gens en France, vous savez, il y a beaucoup de souverainistes qui nous suivent, puisque, en tout cas moi je suis pour le Frexit. Je ne suis pas sûr, Édouard, que tu sois très loin de cette position qui est pour le Frexit. Tu t'es jamais vraiment exprimé. Tu es pour le Frexit, toi, ou pas ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire être pour le Frexit. Je pense qu'il faut remettre en cause les unes après les autres les politiques européennes. Il y en a peut-être à garder. Mais il faut commencer par le marché de l'électricité, il faut commencer par Schengen, et il faut faire ça, pour moi, ça se fait plus étape par étape. Une sortie brutale de l'Union. Je veux bien, mais à condition qu'elle soit absolument préparée. Et encore une fois, est-ce qu'on a les reins solides pour sortir de l'euro tout de suite? J'en suis pas sûr, moi. Donc je veux pas faire prendre de risques à mon pays. Donc si on a une équipe gouvernementale française qui sait ce qu'elle fait et qui est capable de dire on sort d'un seul coup, pourquoi pas? Moi, ce que je vois, ce qui me semble le plus raisonnable, surtout avec, tant qu'on n'a pas remis à l'équilibre les finances publiques, et je pense que c'est beaucoup plus facile que ce que les gens croient, tant qu'on n'aura pas fait ça, je préfère une approche par secteur. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est. Mais je suis indépendantiste. Il est français. Indépendantiste. C'est une longue marche. Tu vas manger ta ceinture comme Mao dans la campagne. On peut noter en tout cas que Trump, qui avait expliqué, voilà, le 20 janvier, tout commence et c'est simple. En réalité, moi, ce que je dis, c'est que je suis pour le Frexit, mais qu'il faut avoir l'honnêteté, la transparence de dire aux Français que si on sort de l'Union européenne, il y aura 3 ans extrêmement difficiles et 3 ans de retour à la compétitivité qui vont être douloureux. Et que ceux qui vous font croire, je lis beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ah non, mais Frexit tout de suite et ça règle les problèmes », ont la malhonnêteté de ne pas dire clairement que le Frexit, c'est le début d'une souffrance et que le bonheur sera atteint après plusieurs années de souffrance. Voilà. Et que ça, moi, je suis clair là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un sujet, il y a beaucoup d'angoisse, Édouard, sur les plans sociaux qui arrivent. Alors on a vu une affaire qui, de mon point de vue, est montée en épingle de façon un peu, assez instructive, qui est le plan social d'ArcelorMittal, qui emporte notamment 600 suppressions d'emplois à Dunkerque. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Il y en a d'autres dont on ne parle pas, notamment Outinor à Saint-Amand-les-Eaux, qui va subir, je crois, 120 suppressions d'emplois sur 140. Il y a des plans sociaux inattendus. Par exemple, chez LVMH, il va y avoir chez Moët Hennessy, donc des spiritueux, une réduction de la masse salariale de 10% en 3 ans. Ce n'est pas un plan social, mais c'est déjà l'annonce de difficultés. Il y a beaucoup de plans sociaux dans la presse, mais enfin, les grandes angoisses, c'est l'industrie, à juste titre. Il y a des réussites dont on ne parle pas. Fonderie de Bretagne, par exemple, qui était une filiale de Renault, vient d'être reprise en Bretagne, je ne sais plus comment ça s'appelle, près de Rennes, vient d'être reprise par une entreprise qui s'appelle Europlasma, qui a décidé de garder 99% des emplois. Donc ça signifie que tout n'est pas inéluctable. Mais le plan ArcelorMittal, c'est la preuve qu'il y a aujourd'hui une situation difficile, c'est qu'il y a des surcapacités industrielles. On parle beaucoup de réindustrialisation, mais enfin le problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, il y a des capacités industrielles trop importantes sur un continent qui peut moins exporter du fait des tarifs douaniers, par exemple, et qui, deuxièmement, a une croissance des demandes en berne. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de gens passent leur temps à dire l'acier c'est pas bien, il faut un air pur, il y a de la pollution. Donc on a quand même un discours qui porte beaucoup à la diminution des capacités industrielles. Et aujourd'hui on se trouve en Europe avec une faible demande, un discrédit général porté sur la pollution et sur toutes ces choses horribles. Et donc il y a un discours de dénigrement de l'industrie. Quand je dis beaucoup de commentaires de gens qui disent mais on ne peut pas aller travailler en usine, c'est un travail d'esclave mal payé. Enfin, voilà. Bon. Donc quand on est une personne... Ce qui en plus est une méconnaissance de l'usine moderne entre nous, qui fait appel à beaucoup d'informatique, de numérique, qui demande des gens qualifiés. Un fondeur aujourd'hui, un plasticien, un plasturgiste, ça gagne 3 ou 4 000 euros très souvent. Alors il y a des métiers ouvriers mal payés, je le sais, j'en vois dans la Somme par exemple, mais il y a des métiers ouvriers très bien payés. Il est beaucoup plus facile de trouver un job dans l'industrie que de trouver un job quand on a un diplôme de psychologue de l'université. Bref, tout ça pour dire qu'on est dans un cadre où il y a des surcapacités industrielles et on a un problème qui arrive, c'est que la Chine, ne pouvant plus exporter aux États-Unis aussi facilement, elle va
inonder l'Europe de produits industriels avec un dumping extravagant. La caricature, c'est l'automobile, où les Chinois ont pratiquement un monopole maintenant de la construction de voitures électriques. Le seul véritable concurrent, c'est Tesla, donc il n'est pas européen. Et nous avons fait des normes préparant l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035, alors que, j'allais presque dire, l'ossature, la colonne vertébrale de l'industrie européenne, c'est quand même l'automobile thermique. Voilà. Donc on est parvenu à passer une norme interdisant les automobiles thermiques à partir de 2035. Donc la question de fond, Édouard, c'est que maintenant que les Chinois voient leurs débouchés aux États-Unis diminuer fortement, y compris les jouets, les poupées, Barbie, etc., est-ce qu'il faut se préparer à une concurrence accrue avec la Chine, et est-ce qu'au fond le protectionnisme que beaucoup d'Européens appelaient de leur vœu ne va pas être dans les mois qui viennent la première source de massacre, si j'ose dire, entre guillemets, dans l'industrie européenne? Alors, je pense qu'il y a une absence totale de vision, à la fois au plan national et au plan européen. Au plan national, parce qu'on navigue à vue, on surréglemente. L'exemple que tu donnes d'Europlasma, je ne le connais pas, mais on comprend qu'il y a des capacités, en particulier avec une main-d'œuvre locale bien formée, de faire des choses. Et en même temps, on imagine que si on dit qu'il y a un certain nombre d'aspects qu'il faudrait déréguler pour répliquer l'expérience, là, l'État va dire « Ah non, 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 c'est pas possible ». Les syndicats vont dire « Ah non, non, c'est pas possible. Vous faites pas du souverainisme, enfin, je ne sais pas ce qu'on va nous sortir ». Bon, ça, c'est la première chose. Au plan européen, on voit bien qu'il n'y a aucune stratégie. D'un côté, on dit du mal de Trump, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique face à Trump? Rien. De l'autre, on dit qu'on se met mal avec la Chine, alors que les États-Unis se sont mis mal avec nous. Et puis surtout, on a perdu le marché russe, qui est un marché en pleine expansion. Comment est-ce qu'on va y retourner? Et puis, il y a des pays qu'on ne regarde absolument pas. L'Inde, par exemple. Il y aurait des tas de possibilités, effectivement, de développement économique, d'exportation vers l'Inde, qui ne demande que ça, qui a besoin qu'il y ait plus d'entreprises françaises qui viennent investir, ou qu'il y ait plus de produits français qui soient disponibles dans des secteurs où l'Inde veut se développer. Bon, mais on ne fait rien pour ça. Et je crois que c'est ça qui est dramatique, c'est l'absence totale de vision. Et en fait, on va faire du protectionnisme à contre-temps, et ça va être... c'est brouillon, en fait, c'est gribouille. Finalement, le nom qui sied le mieux à l'ère Macron, c'est l'ère gribouille. Il va y avoir un problème concret qui va être très difficile d'expliquer aux Français par ailleurs, c'est celui en effet des exportations, puisque notre problème aujourd'hui d'une manière générale en Europe, c'est que nous sommes encore une puissance exportatrice, à la différence des États-Unis qui sont une puissance importatrice. Donc, autant Trump, au fond, peut avoir un réflexe, j'allais presque dire salutaire, qui est de dire on importe trop, c'est ce qu'il dit aux Américains, donc il faut que vous arrêtiez d'être dépendants, de vivre dans l'addiction à l'importation. Mais la position européenne, alors c'est là qu'on est en situation divergente par rapport à nos voisins, c'est que si la France, comme les États-Unis, est une puissance importatrice massive, nos voisins européens sont de grands exportateurs. L'Allemagne, évidemment, mais c'est aussi le cas de l'Italie, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas d'un certain nombre de pays industrialisés dans l'Union, qui sont des pays exportateurs et qui ont des balances extérieures positives, y compris avec le reste du monde, si j'ose dire. Et une part de marché, plus le temps passe, plus elle diminue. Donc on est bien aujourd'hui dans un continent qui a un intérêt objectif à développer ses marchés extérieurs en signant des accords de libre-échange. Éric Lombard, notre ministre de l'économie, l'a d'ailleurs proposé avec beaucoup de maladresse à Washington. Il a dit qu'il faudra renégocier un traité transatlantique. Éric Lombard ne me surprend pas lorsqu'il dit ça, puisqu'il vient d'une famille d'industriels. Il est l'héritier des propriétaires de Lacoste. Il connaît très bien le textile. Et Éric Lombard n'est pas le seul à le dire, puisque l'Union européenne aujourd'hui défend la signature du Mercosur et défend l'entrée en vigueur du Mercosur. Est-ce que, Édouard, tu penses qu'aujourd'hui, nous devons avoir un grand débat entre nous, puisque je sais que quand je parle Mercosur, libre-échange, je me fais haïr de gens
qui pensent que tout est simple et que tant qu'on ne sera pas au fond du trou, ils diront mais non, il faut encore attendre avant de voir venir, avant de décider, ou en tout cas avant de dire que ça ne marche pas. Est-ce que tu penses que nous devons avoir un débat aujourd'hui en France sur qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que, alors que les États-Unis sont en train de fermer leurs portes et que la Chine va nous attaquer pour écouler les marchandises qu'elle ne peut plus écouler les États-Unis, alors que nous avons une surcapacité industrielle, nous devons essayer de trouver de nouveaux marchés en signant des accords de libre-échange ou pas. Et je connais par cœur les arguments de ça veut dire qu'on va manger du bœuf argentin, blablabla. Oui, mais alors il faut une équivalence de normes, sachant que si un jour en France on dit on ne fera plus que des voitures rouges, on n'aura plus le droit d'importer des voitures blanches ou noires parce qu'elles ne respectent pas nos normes. Comment tu sens le truc? Est-ce que le moment n'est pas venu, au fond, d'avoir ce débat collectif sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les 20 prochaines années? Alors moi je crois que la question à poser à M. Lombard, c'est est-ce que c'est un traité transatlantique qui est la priorité ou est-ce que ce sont des traités avec le reste du monde? Donc le Mercosur, effectivement, on a tout intérêt aujourd'hui à jouer la carte latino-américaine. D'autant plus que pris entre les États-Unis et la Chine, les pays d'Amérique du Sud seront peut-être soulagés de voir arriver le troisième larron, à savoir l'UE. Je parlais de l'Inde, et puis je pense qu'il y a quelque chose qui serait extrêmement malin, mais évidemment ça veut dire qu'on rompt avec la politique étrangère et militaire américaine, ça serait de dire l'Union européenne devient neutre, mais au moins la France pourrait le faire, la France sort de l'OTAN, et la France demande à adhérer aux BRICS. Parce qu'à ce moment-là, si on fait une demande d'adhésion aux BRICS, on va négocier avec les Chinois, mais sur une base qui sera une base beaucoup plus rationnelle que celle où nous tient prisonnière l'Union européenne, qui est en fait dans le double bind. C'est il faut négocier avec la Chine, il ne faut pas négocier avec la Chine. Donc je crois qu'il faut renverser la table. Il y a une vraie révolution de la diplomatie à envisager. Évidemment, elle veut dire couper avec les États-Unis. Prenons M. Trump au mot. De ce point de vue-là. Si on prend Trump au mot, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir avoir des portes qui s'ouvrent ailleurs. Comment on fait pour que ce discours-là soit audible? Parce qu'en fait, ce qu'on dit là, on est des vieux cons, du Muppet Show. Des vieux, comment ils disent, de boomers? On est des boomers. Des boomers, oui. On est un tout petit peu jeune pour être des boomers, mais je connais des gens qui ont très envie de nous y mettre. Ça fait tellement plaisir. On ne peut pas leur refuser ce plaisir. Voilà. C'est le petit plaisir du mois de mai. Mais dans la pratique, ce discours est inaudible auprès des macronistes, des normistes, on va dire ça comme ça, qui vont te dire « oui, mais enfin, ça veut dire qu'on sort de la solidarité européenne, on sort des dogmes mondialistes, de l'OMC, du machin, du truc, et puis est-ce bien raisonnable de nous mettre chez les BRICS, vous nous reléguez, vous nous prolétarisez, etc. Nous sommes l'Occident. Ah, ton discours est inaudible auprès des souverainistes. On va utiliser ce mot par principe, et on se souvient que tu te déclares indépendantiste, tu n'es pas souverainiste, et l'indépendantisme me va très bien, mais qui te disent non mais le mal c'est le libre-échange, le bonheur c'est le protectionnisme, et même si le protectionnisme c'est une taxe sur la consommation et donc on va avoir une inflation, une perte de pouvoir d'achat, c'est mieux d'acheter cher avec des taxes protectionnistes que acheter pas cher sans taxes protectionnistes au nom du pouvoir d'achat. Et ces dogmes-là, ça existe, les dogmes chez les souverainistes, les espèces de marqueurs idéologiques, la fenêtre d'Overton du souverainiste fait que ton discours est inaudible. Comment on fait à un moment donné pour que le bon sens revienne et qu'au-delà des fenêtres d'Overton de chacun, au-delà des blocages, la crippled epistemology, comme dit Sunstein, l'inventeur de la théorie du nudge, au-delà de ces blocages psychiques, comment on fait pour avoir une politique d'avenir? Parce que c'est bien notre problème. Les deux camps sont aujourd'hui complètement bloqués dans des discours dépassés. Oui, alors il y en a un qui a les leviers du pouvoir et qui s'accroche au pouvoir, et puis il y en a un qui dit si on nous laissait faire, on serait au pouvoir, mais enfin en attendant d'élection en élection, cet autre camp n'arrive pas au pouvoir. Donc il y a un vrai. Il répète éternellement les mêmes stratégies perdantes. Ou se laisse influencer par des stratégies qui leur sont soufflées de l'extérieur. Par des gens bienveillants. Mais non, je pense
pense que c'est absolument vital. Le paradoxe, c'est que je pense qu'il y a une partie de ceux que tu appelles les normies qui pourraient entrer dans une discussion rationnelle là-dessus. C'est ce qu'on fait ici au Courrier, c'est de développer des arguments rationnels pour expliquer où aller. Et en fait, le problème c'est toujours celui du tableau de bord. Moi je pense que les gens dont tu parles, c'est comme s'ils collaient un truc tout fait, une image sur leur tableau de bord, puis alors ils voient pas les voyants derrière, et ils voient pas qu'il y a certains voyants qui s'allument, il y en a d'autres qui s'éteignent, et que il y en a pas un seul. Tu mets pas tout le temps ton clignotant quand tu conduis ta voiture, et tu tournes pas tout le temps à droite ou à gauche. C'est ça l'absurdité. Ah, si. Moi j'ai tout le temps tout droit, moi. Bon, c'est ça, écoute. J'ai pas le permis, je précise, j'ai pas le permis. Quand tu seras dans le ravin, je viendrai te chercher. Mais c'est ça le drame en fait, et je crois qu'on a perdu l'idée de la complexité de la vie économique. Moi je veux bien qu'on devienne protectionniste sur les tarifs douaniers, mais à ce moment-là vous faites une dérégulation totale à l'intérieur, de manière à ce que le consommateur français ait plus à disposition, de manière à ce que les patrons français puissent produire plus ou aient envie de produire plus, etc. Il faut être sérieux, et il faut savoir sur quel levier on agit. Et malheureusement, on a deux camps qui chacun ont un levier unique. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est le débat sur Maastricht en 92 qui a commencé ça, puisqu'on nous a expliqué qu'avec la politique monétaire, on pouvait tout faire. Ben non, on ne peut pas tout faire avec la politique monétaire. Elle peut créer des conditions favorables ou défavorables. Mais ensuite, il y a beaucoup d'autres facteurs. La politique budgétaire notamment. Bon, à mon avis, on n'est pas prêt de clore ce débat. Mais on y reviendra la semaine prochaine. On se retrouve quand même mercredi pour un stratégone. Un stratégone. J'allais dire Patagone. Un stratégone. On fera aussi un point, puisque je voulais quand même, c'est important pour toi, je le sais, pour moi aussi, donc de souligner que la situation à Gaza, même le New York Times dit la situation humanitaire à Gaza devient dramatique. Et il y a des événements que je voulais signaler, que vous avez forcément entendu. On va faire une émission dédiée. Un missile yéménite est tombé sur l'aéroport de Tel Aviv. Oui, alors à proximité, sans qu'on sache si c'est une approximation ou bien si les Yéménites ont fait exprès de ne pas le faire tomber sur l'aéroport en disant le prochain tombera sur l'aéroport. De fait, le missile en question a traversé toutes les défenses israéliennes, c'est la fin du dôme de fer. De fait, la guerre de Trump contre le Yémen n'a visiblement pas l'effet que Trump avait annoncé. On a une réaction extrêmement dure d'Israël qui dit qu'ils vont frapper tous azimuts. Enfin, quand ils vont envoyer leur F-35 au-dessus du Yémen, ils les enverront pas au-dessus de Gaza, au-dessus de la Syrie. Donc on a quand même une sorte d'hubris du gouvernement Netanyahou qui nous explique maintenant qu'il est en guerre sur 7 fronts. Et c'est pas possible, je veux dire, même les plus grands génies militaires et stratégiques n'ont jamais été en guerre totale sur 7 fronts. Déjà, il y en a sans doute 6 de trop, mais disons, il pourrait y en avoir 2. Mais donc il y a, je crois que les deux tendances, c'est le durcissement de ce qui se passe à Gaza qui est absolument atroce, et avec une famine qui s'est installée, avec la malnutrition des enfants, avec des bombardements qui continuent, avec les combats qui ont repris, hein, et les pertes israéliennes aussi, il faut le souligner, parce que ça, les médias mainstream n'en parlent pas. Et il y a d'autre part des facteurs de décomposition du système israélien, au sens où une partie de l'appareil d'État essaye de limiter ce que fait Netanyahou. Il y a de plus en plus d'Israéliens qui partent à l'étranger et qui ne reviennent pas. Il y a de grandes peurs. Hein. Hier, quand on a annoncé un missile ou plusieurs sur Ben Gourion, tout le monde est parti dans ses abris. Et puis surtout, on a paralysé le trafic aérien avec plusieurs compagnies d'aviation qui ont dit ce matin qu'elles stoppaient leur vol pour Israël. Il y a eu 60 000 faillites d'entreprises depuis le 7 octobre. Donc la société israélienne est très ébranlée. Et le bon sens voudrait qu'il y ait un compromis, qu'il y ait une paix, qu'il y ait l'arrêt de l'opération de Gaza. Mais là, Netanyahou annonce la reprise de la guerre à Gaza.
Alors en fait, il l'a reprise déjà et il y a déjà des pertes israéliennes. Alors il rappelle des réservistes. En fait, il a besoin de réservistes et il dit que c'est pour Gaza, mais c'est aussi parce qu'il veut engager des soldats en Syrie, parce qu'il veut pouvoir éventuellement bombarder le Yémen, parce qu'il y a le problème du Sud-Liban qui n'est pas résolu, contrairement à ce que Netanyahou nous avait dit. Il n'empêche que pendant ce temps, il y a de plus en plus de gens qui meurent à Gaza et qu'il faut bien constater que le monde reste immobile. On fait un point cette semaine, on peut le faire assez tôt dans la semaine parce que je sais qu'il y a aussi des choses en Cisjordanie. Netanyahou évoque des frappes en Iran pour se venger de ce missile. Donc on peut penser que la situation va devenir assez vite explosive. Et je signale que donc il y a un appel qui a été lancé notamment par Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, et Christine Taubira, appelant à arrêter les destructions de population à Gaza. On signale cet appel et nous aussi, on s'associe quand même à cette émotion vis-à-vis des massacres de civils que l'Occident tolère tout en donnant des leçons de morale à tout le monde. J'ai fait un article ce matin, le pape François, une de ses dernières décisions par testament, il a donné sa papa mobile pour que ça devienne une clinique mobile pour les enfants de Gaza. C'est un très beau geste. On en profite pour rappeler que le conclave qui va élire le prochain pape commence mercredi 7 mai. On va avoir, je pense, aussi l'occasion d'en reparler. Je ferai demain, donc veille du conclave, un long article qui analyse les débats, les forces en présence, et il n'y a pas beaucoup de politique, il y a énormément d'interrogations sur quel est le profil du prochain pape pour gérer l'Église, mais j'en parlerai demain. Merci, à la semaine prochaine pour Chaos Global, et puis ne manquez pas nos rendez-vous de la semaine, je vous les rappelle, demain Sophie Delamotte qui va nous parler de la loi sur la fin de vie, le mercredi Stratégone. On parlera d'un sujet international. À mon avis, on va évoquer l'Ukraine encore une fois, mais on va vérifier, on va voir, on va se mettre d'accord. On fera une émission sur la Palestine. Jeudi, Ulrike Reichsner sur les résultats en Roumanie et la victoire provisoire au premier tour de M. Simeone. Et puis, vous aurez, comme d'habitude, quelques compléments. On fera, je suis sûr, une émission sur l'élection du pape, même si on fait le pont. Et vous aurez évidemment une analyse économique le dimanche, une émission sur la manipulation dimanche aussi, dans ma série sur les manipulations, les manipulations politiques, notamment à travers les réseaux sociaux. À très bientôt.